Bonjour à tous. Ce matin, je vous présente the DISFORM study. Donc, c'est Delphi Consensus Study Toward Comprehensive Classification for System for Angioplasty Induced Femoropopliteal Dissection. Donc, c'est un article qui a été publié dans le JACC en 2021. Donc, pour introduire donc, les angioplasties percutanées, donc ça va parler d'angioplastie, donc technique endovasculaire de première intention pour le traitement des lésions fémoropoplitées. Donc, en ce qui concerne l'artériopathie périphérique, elle présente tout un inconvénient commun, c'est le risque de dissection après dilatation. Donc, ces dissections, elles peuvent être soit intracliniques et ne pas parler, soit être clairement significatives et altérer le flux, diminuer le diamètre de la lumière ou même être occlusives sur la balle. Donc, l'intérêt, c'est de réaliser une évaluation de ces dissections et de pouvoir discuter de traitement du coup. Pour le moment, il n'y a pas de consensus sur une classification et un traitement. Et en termes d'outils, c'est surtout les vues angiographiques et il est discuté parfois des articles avec l'AIBUS. Donc, en ce qui concerne la problématique de l'article, c'est en gros de créer une classification des dissections fémoropoplitées induites au cours des angioplasties. C'est ce que c'est l'AIBUS? C'est l'échographie intravasculaire. Ensuite, donc, il existe quand même des classifications des dissections artérielles. C'est surtout les cardiologues qui ont fait ça dans les années 80, notamment avec cette classification-là qui est assez connue. Et donc, l'intérêt, c'est bien sûr de réaliser une évaluation des caractéristiques des dissections, d'en évaluer le pronostic et donc, du coup, de décider de traiter ou pas la dissection. Donc, on peut voir là, par exemple, une petite dissection linéaire courte, dissection linéaire longue. On peut voir carrément l'extravasation de produits de contraste. On peut avoir des dissections qui vont être spiralées et des dissections qui vont être occlusives. L'objectif de l'article, c'est donc créer une classification artériographique de la sévérité des dissections artérielles au cours des angioplasties. Et donc, c'est sur le principe du consensus d'experts. Donc, en termes de méthodologie, c'est la méthodologie du Delphi consensus. Donc, c'est les avis d'experts, niveau de preuve qui reste quand même limité, mais avec une méthodologie bien menée. Les experts en question, donc, ils ont pris donc, plusieurs experts de différentes spécialités intervenant sur les artères et réalisant des angioplasties transluminales. Donc, on a bien sûr les chirurgiens vasculaires. Donc, il y en avait 5. Il y avait 5 cardiologues interventionnels, 5 radiologues interventionnels et 2 médecins vasculaires qui participaient à l'avis d'experts. Pour élaborer la classification, donc, ils ont hiérarchisé le travail en 3 phases. Une première phase, c'était la réalisation d'un listing des caractéristiques des dissections. Donc là, c'est que 4 experts de chirurgie vasculaire et un radiologue interventionnel et 2 radiologues interventionnels qui ont listé donc, les caractéristiques connues pour les dissections sur les vues artériographiques. Et donc voilà pour la première. Ensuite, pour la deuxième phase, l'objectif c'était d'évaluer la sévérité des caractéristiques des caractéristiques précédemment sélectionnées. Donc il y avait un score de sévérité de 1 à 9 en fonction de ces caractéristiques. Et l'objectif c'était de pouvoir prédire un résultat indésirable. Et un résultat était considéré indésirable si on avait une occlusion un échec précoce, c'était l'occlusion à moins de 24 heures, ou la rosténose évaluée à 6 mois. Et donc là, le consensus il était considéré quand on avait un score de sévérité supérieur ou égal à 6 pour 70% des experts. Et pour finir, la troisième phase, l'objectif c'était d'évaluer la pertinence d'un traitement selon cette classification de sévérité. En ce qui concerne justement la recommandation des traitements, donc les experts en fait ils recevaient un questionnaire et ce questionnaire il y avait donc des scénarios et donc en fonction du scénario on avait un schéma de la dissection avec la longueur etc. Et on avait une vue artériographique en réalité de la vraie vie quoi. Et donc du coup on leur posait la question, est-ce que vous laissez comme ça, est-ce que vous traitez ou est-ce que vous savez pas? Et en pratique, on considérait qu'il était recommandé donc, de traiter tel type de lésion si on avait plus de 80% des experts qui étaient d'accord sur le fait de traiter. On avait quand même une recommandation à traiter, mais qui était modérée de 80 à 50%. Quand on avait 50 à 20% des experts qui n'étaient pas d'accord qui souhaitaient traiter, c'était plutôt non recommandé. Et inférieur à 20%, c'est non recommandation absolue de traiter.
En ce qui concerne les résultats, donc pour la phase 1, pour le listing des caractéristiques, les experts se sont mis d'accord sur le fait qu'une dissection, ça pouvait donc réduire le diamètre de la lumière. Donc là, le critère, c'était supérieur ou égal à 50%. La longueur de la dissection, le critère, c'était supérieur ou égal à 2 cm. Le fait d'avoir des dissections qui pouvaient être plurifocales. En termes de forme, c'était des dissections aussi spiralées. Le fait d'avoir une extravasation de produit de contraste, un dédoublement de la lumière, et il était évalué aussi la qualité du flux, donc un flux qui pouvait être antérograde normal, qui pouvait être antérograde ralenti ou qui pouvait carrément être interrompu. Et était mesuré aussi l'existence d'un gradient de pression. Donc là, j'ai repris quelques illustrations du papier où on montre différents types de dissections. Là, on a par exemple une dissection, enfin on a plusieurs petites dissections. Ici, on a une grosse dissection spiralée. Pour évaluer la mesure des flux, là on en a parlé donc, sur la diapo précédente, il y avait 2 méthodes et une classification. Donc on pouvait soit réaliser, donc c'est 2 méthodes artériographiques, hein. On pouvait réaliser donc la comparaison des flux. Donc pour comparer les flux, le gold standard c'était de comparer le flux au sein de la dissection et en aval contre une branche de l'artère fémorale profonde. Donc, c'est voir si le flux va aussi vite dans l'un ou dans l'autre. Et il y avait aussi donc, une évaluation par la durée de passage du contraste et l'OHAO. Donc, c'est plus opérateur dépendance. Et en termes de classification, était repris la classification donc, des cardiologues, le FLIPI, donc Flow Limitation in Peripheral Intervention. Donc c'est FLIPI de 0 à 3, le FLIPI 0 donc c'était un flux complètement normal, un FLIPI 1 c'était un flux qui était antérograde mais avec une réduction du flux mais qui était modérée. FLIPI 2 on a un flux qui est toujours antérograde mais là qui est très nettement altéré, et FLIPI 3 il passe plus. Donc, les résultats pour la phase 2, donc là, c'était pour évaluer les événements non désirés en fonction des dissections, donc échec ou sténose. Donc, les éléments qui permettaient de dire, donc là, c'était avec le score des experts. Donc, en gros, là, on a les scores. Ici, on a du coup, les scores qui sont supérieurs à 6. Et quel pourcentage? On avait dit que c'était 70% qui permettait de conclure à une caractéristique significativement délétère. Donc, pour les échecs précoces, on retrouve dans l'article la réduction du diamètre supérieur ou égal à 50%, l'altération du flux et les dissections spiralées. En ce qui concerne la sténose, les trois mêmes caractéristiques, en ajoutant la longueur de la dissection, l'existence d'un gradient de pression et l'existence d'une dissection plurifocale. Ensuite, pour la phase 3 du travail, donc c'est le résultat des scénarios et la décision ou pas de traiter par les experts. Donc, les caractéristiques morphologiques étaient évaluées. Donc, on a notamment le fait d'avoir une dissection spiralée, le fait d'avoir une dissection multiple. Il y avait le diamètre qui était aussi évalué par les experts et le type de flux. Et donc, en fait, de ce tableau, on ressort que traiter systématiquement les patients qui avaient un diamètre, une réduction du diamètre supérieure ou égale à 50%, c'était vraiment 100% des experts. En ce qui concerne les dissections spiralées, elles étaient quasiment toutes traitées, même quand il n'y avait pas d'altération de flux. En ce qui concerne les dissections multiples, donc quand elles étaient longues, supérieures ou égales à 2 cm, elles étaient aussi toutes traitées. Et en ce qui concerne les flux, c'était toujours traité les 2 et 3 de la classification FLIPI. Donc dès qu'on a vraiment une altération du flux ou une interruption du flux. C'était plus discuté pour les dissections qui étaient courtes, isolées, où là, par exemple, tous les experts étaient d'accord pour ne pas traiter quand il n'y avait pas d'altération du flux sur une dissection isolée inférieure à 2 cm. Et plus discuter en fonction soit une dissection longue, soit une multiple dissection inférieure à 2 cm qui n'avait pas d'altération de flux. On va reprendre ça tout à l'heure. L'intérêt de la classification qu'ils ont fait, c'est que c'est une classification qui est très normée où en fait on a toutes les caractéristiques qui sont mises sur le score avec plus ou moins de degrés d'atteinte de la sévérité de la caractéristique. Donc en pratique,
ça permet en fait d'avoir un grade de sévérité de 1 à 4 qui évalue en fait le diamètre, la caractéristique spiralée, le flux et le nombre de traits de dissection. Et donc ça permet d'avoir une classification qui est utilisable en fait en recherche clinique, parce qu'il y a beaucoup de critères objectifs, détails, etc. Donc je pense que ça en fait une classification qui peut être plutôt utile. Ils n'ont pas seulement fait donc, du coup, la classification, ils ont aussi développé un algorithme décisionnel avec les résultats de leur consensus d'experts. Et donc, ça permet en fait d'avoir une dissection péropératoire et de décider en fonction des entrées de l'algorithme. Donc, d'abord, on regarde le diamètre. Donc, de toute façon, si le diamètre est supérieur ou égal à 50%, eh bien, on traite. Ensuite, s'il est inférieur à 50%, on regarde si ça a une forme spiralée. Si on a la moindre altération de flux, on traite. Globalement, elles étaient quand même quasiment toutes traitées par tous les experts, même sans altération de flux. Pour les altérations de flux 2 à 3, en dehors même des caractéristiques précédentes, on traite. Et ensuite, du coup, c'est les plus discutés pour les dissections multiples. Donc, quand elles sont longues, supérieures à 2 cm, elles étaient toutes traitées. Même pour les flux pas altérés. Et ça se discutait pour les dissections courtes, enfin les dissections unifocales longues et multiples courtes, où quand il n'y avait pas d'altération de flux, soit certains experts ne traitaient pas, soit carrément une dissection courte sans altération de flux, tout le monde était d'accord pour ne pas traiter. Pour les applications, donc du coup, une application clairement clinique avec donc une caractérisation des lésions et un algorithme décisionnel qui est publié. En ce qui concerne la recherche, ça permet d'uniformiser les données. Ça peut être une classification utilisée pour les degrés de sévérité pour évaluer le degré de sévérité des dissections. Alors, pour la discussion, donc il y avait d'autres classifications qui étaient présentées dans l'article, donc j'ai été regarder un petit peu ce qu'il y avait. Donc ça, c'est la classification, la première qui a été faite, c'est par les cardiologues pour mesurer les dissections post-angioplastie coronaire. La comparabilité en fait avec le périph' et entre les artères périphériques et les artères coronaires, elle est quand même moindre, il n'y a pas les mêmes enjeux, les mêmes décisions qui peuvent être prises pour traiter ou pas. Donc, elle ne donne pas sa classification d'algorithme thérapeutique. Ensuite, il y a une autre classification beaucoup plus récente qui, elle, est par contre spécifique des angioplasties fémoro-poplitées, donc la 2018, et qui décrit 3 grades, donc de A à C, A, absence de dissection, et puis ensuite, pour évaluer une dissection, c'était le diamètre. Et donc, le diamètre, c'était considéré inférieur ou supérieur à 1/3 de réduction de la lumière. D'évaluer la perméabilité primaire à 3 ans, donc quand même plutôt au long terme, et montrait que quand on avait une dissection sévère, effectivement, une perméabilité primaire qui était très très nettement diminuée par rapport au groupe A et B, qui eux par contre ne présentaient pas forcément beaucoup de différence. Donc la question qui ressortait de cet article, c'était de savoir s'il fallait aussi traiter les dissections modérées, mais il n'y a pas de réponse. Et en ce qui concerne la rosténose à 3 ans, il montrait que c'était significativement plus important pour les lésions qui faisaient plus de 10 cm. Pour discuter, donc l'échographie endovasculaire, il y a eu donc 2 articles, un en 97 qui en gros permettait juste une analyse, montrait qu'il était possible de réaliser une analyse qualitative des dissections avec cette méthode. Donc il montrait qu'on pouvait mesurer la taille, la forme, et réaliser par contre l'intérêt, c'était qu'on réalisait une étude un peu transmurale, c'est-à-dire que sur l'épaisseur de l'artère, on pouvait savoir s'il y avait une atteinte plutôt de l'intima, plutôt de la média ou de l'adventice. Plus récemment, une classification à high dissection, 2018, 6 grades. Et donc là, c'est de A à C, puis grade 1 et 2. En gros, A à C, ça permettait de mesurer la profondeur. Donc, est-ce que c'est une atteinte de l'intima, de la média, de l'adventice? Et aussi était évalué pour la sévérité, la circonférence de la dissection. Donc c'était inférieur, donc c'était grade 1 inférieur à 180 degrés, et si c'était plus de la moitié de la circonférence de l'artère, c'était un grade 2. L'avantage et l'inconvénient pour la méthode d'échographie endo, c'est donc les avantages, donc ça permettait de mesurer exactement la profondeur de la dissection, enfin la tunique qui était atteinte en tout cas, la circonférence, comme
peut-être intéressant comme facteur. Ça peut donner aussi une mesure objective avec des valeurs pour la recherche clinique. Par contre, ça évalue pas le flux et ça reste opérateur dépendant avec une bonne courbe d'apprentissage. Et en termes médico-économiques, je me suis posé la question de savoir si ça allait vraiment loin. Ensuite, pour l'article, donc là, pour cette classification, la classification d'ISFORM dont on a discuté, donc forces et faiblesses, donc les forces, reproductibilité, ça peut être reproduit d'intervention en intervention, et on peut faire une analyse rétrospective sur les artériographies. L'analyse, ça permet aussi d'analyser quand même la qualité du flux, qui je pense est une donnée importante. Sans ajouter de procédures additionnelles, on n'est pas obligé d'aller mettre un cathète de pression, etc. C'est spécifique, donc c'est-à-dire que c'est ce qui manquait. Il y avait surtout des classifications pour les coronaires, donc là c'est un travail qui est spécifique pour l'endovasculaire périphérique et plus précisément pour les lésions fleumeropopitées. Il y a un impact clinique parce qu'il y a un algorithme décisionnel thérapeutique qui est donné et ça peut être utilisé aussi en recherche clinique, comme on disait tout à l'heure, par exemple pour donner la sévérité objective d'une lésion. Les faiblesses, le niveau de preuve il reste faible avec ce type d'études quand même, on est dans les niveaux les plus faibles, même si quand même elle est bien menée. Il y a des biais d'évaluation, donc l'aérosténose c'était un des critères qui était utilisé pour l'échec, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'autres facteurs que le fait d'avoir une dissection qui peut influer sur le fait d'avoir des aérosténoses. Et il n'est pas reproductible en jambier, parce qu'il n'est pas évalué en jambier. Et puis pareil, je pense qu'on n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes objectifs en jambier qu'en fémoropopité, ou en jambier, on va essayer de traiter le moins possible. Donc je pense que l'algorithme n'est pas applicable sur le jambier. Pour conclure, donc c'est une classification qui permet d'évaluer la sévérité des dissections post-angioplastie, spécifique pour le fémoropopité. On a l'algorithme thérapeutique, un niveau de preuve qui reste quand même limité, donc éventuellement l'intérêt de réaliser une évaluation prospective, par exemple libre à sur l'opérateur versus l'utilisation de l'algorithme. Et c'est un outil qui est reproductible en recherche clinique, permettant peut-être d'évaluer la sécurité des dispositifs, donc peut-être permettre de voir post-angioplastie avec cette classification, d'évaluer les dissections. Et ça permet de maintenir un peu une comparabilité entre les différents individus traités pour la sévérité lésionnelle. Merci. Merci. Comme des questions sur qu'est-ce que vous faites en pratique la dissection? Je suis assez agressif sur la dissection. Par angoisse, évidemment par connaissance de la littérature. Ça fait beaucoup de classifications quand même à prendre en compte. Du coup, j'en sors avec une idée assez confuse. Maintenant, bon, l'effort est bien. Déjà, ta présentation était super, merci. Et puis l'effort d'essayer de classifier les dissections est important. Maintenant, je reste relativement agressif sur les dissections. J'attendrais plus quelque chose qui dépend d'une imagerie intravasculaire, de l'AIVUS ou du TOCA, un truc de ce style-là. C'est essentiellement ça. C'est vrai qu'on a une éducation assez agressive sur les dissections, parce qu'on apprend par exemple sur les traumatismes, l'éducation postérieure du genou, qu'à la moindre dissection, alors on ne parle pas de dissection de 10 cm, à la moindre dissection de l'artère-popité, on traite. C'est vrai que moi aussi, je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'on n'aime pas voir les dissections, ne serait-ce même des dissections minimes. Bon, après, c'est des dissections sur un pathologique, et là, on parle d'intersalle, mais c'est quand même un peu... Il y a un point que je voulais éclaircir. Là, on se situe dans un contexte quand même où on traite par ballon actif. En fait, c'était les résultats après la première dilatation. Voilà, c'est la question que je voulais poser. Donc ça, en fait, on se situe dans une situation où on prépare le vaisseau, et on a ces images-là. Mais à la fois, ce n'est pas le traitement définitif, parce que la préparation du vaisseau, surtout quand on traite par ballon actif, ou même par stent classique, je ne parle pas de stent particulier, de stent classique, c'est 1 mm en dessous de la taille de l'humaine. Donc on est souvent à 5 mm. Et on sait très bien qu'en utilisant par exemple un ballon actif d'ATML supérieur, on peut recoller, on peut traiter certaines dissections. Ils en parlent un petit peu de ça? Pas du tout, parce qu'il n'y a pas de cohorte en fait. C'est vraiment seulement des experts pour regarder des lésions, des cas cliniques en gros.
et qu'on dit, bah là, ça va sténoser ou là, ça va échouer, quoi. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que selon ce travail-là, il y a très peu de cas où il ne faut pas stenter. Ouais, complètement. Il y a 2-3 points là. C'est sûr. En gros, si on regarde, la recommandation absolue de ne pas, enfin absolue, là où ils sont tous d'accord de ne pas traiter, c'est vraiment une dissection unifocale qui fait moins de 2 cm et qui n'a pas du tout d'interaction. Remontez d'avant parce que le tableau il est parlant quand même. Encore avant, c'est là où il est. Voilà. Ouais, celui-là. Ouais. Il faut chercher les carrés verts. Ouais, c'est clair. C'est juste celui-là, en fait. Donc là, c'est plutôt. Bon, ça va dans le sens. Enfin, si on veut retenir un message assez simple, mis à part les dissections isolées sans perturbation hémodynamique, le reste, il faut stenter. La dissection de moins de 2 cm sans perturbation hémodynamique, c'est-à-dire, on revient un petit peu avant, on voit ces images-là, peut-être pour caractériser un peu les choses. Encore. Voilà, encore c'était avant, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, entre les flèches rouges, là, ça montre ça. Voilà, ça, c'est dissection simple. On ne voit pas les perturbations hémodynamiques, mais. En fait, on leur disait s'il y avait un flux normal ou pas. En gros, c'est ça qu'il ne faut pas stepper, tout le reste, il faut stepper. En gros, c'est ça. Si elle a, par exemple, dissection, là, c'est multifocale, moins de 2 cm, sans altération de flux, donc là, ils disent normal intégral flow. Là, effectivement, ils étaient à peu près tous d'accord entre 50 et 20% de ne pas traiter. La seule fois où ils étaient d'accord, quasiment tous pour ne pas traiter, c'était vraiment une seule comme ça, donc unifocale courte, sans altération de flux, et là, ils étaient moins de 20% vouloir traiter. Ça simplifie un petit peu le message, là. Parce que ces images-là, on les voit comme assez régulièrement. Donc, voilà. Donc ça, en gros, on ne stette pas, mais le reste, on stette. Mais si on faisait une imagerie intravasculaire, peut-être qu'on aurait une image vraiment différente. Peut-être que c'est des spirales longues. Tout à fait. Ouais, peut-être oui, c'est une spirale longue. Alors, il est recommandé de faire plusieurs incidences pour. Ils n'en ont pas du tout parlé, absolument pas. Parce que parfois, on a quand même des différences d'images assez nettes en fonction de l'incidence ou du fait de faire plusieurs incidences pour voir mieux les dissections. Parce que Non, pas du tout. il faut des trucs qui passent inaperçus qui, en fait. Alors, au Japon, ils ont l'IVUS qui est remboursé pour les lésions fébro-polypées. Et donc, quand tu discutes avec eux, ils te disent, bon, quasiment, ça pousse à tout stenter, parce que ce qu'on voit à l'IVUS, c'est assez affreux. Et en fait, ils ont un système particulier, c'est-à-dire que le stent ou le ballon actif est remboursé. C'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser un ballon actif, puis mettre un stent. Ce n'est pas remboursé comme procédure. Les gars, ils sont assez carrés. Donc, dès qu'ils ont le moindre doute, bon, je ne connais pas leur pourcentage de ballon actif, ils vont directement sur le stenting pour pas ensuite avoir des regrets. Et l'IVUS pousse un petit peu quand tu leur dis, mais l'IVUS, c'est vraiment des images qui sont assez qualies. Je pense que ça, c'est bien pour retenir comme représentation des lésions, finalement, pas très trop, mais effectivement, quand on fait des 2 incidences, on a des choses plus. Et puis ça peut être une spiroïde, ça, peut-être. Ok. D'autres remarques? Après, le plus, c'est qu'une évaluation anatomique, je sais qu'en coronaire, j'utilise les FFR pour mesurer les pressions avant-après. Peut-être que si on avait aussi une évaluation du flux intravasculaire en périphérique, on aurait des différences. C'est sûr, parce que le flux, c'est oculomoteur, quoi. Alors qu'à FFR, on avait vraiment quelque chose d'objectif. Je ne sais pas s'il y en a pour les discussions. Je ne sais pas où sont l'utilisation des FFR en coronaire. Je crois que c'est remboursé actuellement en France. Ça, je sais pas. Ouais, si. Je pense que ça peut être des conditions. Très bien. En tout cas, les FFR en corona, sur le dernier congrès de cardiologie européen, ils ont montré que ça n'avait finalement pas trop d'impact dans la décision. Ça ne se substituait pas au raisonnement oculomoteur, comme tu dis. Parfois, ils disaient bon, c'était quand même quel que soit l'effet. Ça n'avait pas de. Je ne sais pas si c'est remboursé, j'ai un doute, parce qu'à chaque fois, des fois, il dit. Aussi, c'est remboursé, mais je pense qu'il les gêne de le sortir, c'est que c'est un dispositif intravasculaire et que ça leur fait peur sur les corners de le sortir, mais je crois qu'effectivement, c'est remboursé. Ok. Pas d'autres questions? Eh bien, on peut là. Merci. Ok. À la semaine prochaine.